Ben, c'est ça. Merci Audrey. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation et pour la réception. Moi je m'appelle Wart Claerbout, c'est Wart Claerbout, c'est pas Claerbout, c'est la compétition, ils ont investi à Dunkerque, donc moi je travaille pour Agristo. Et moi je suis responsable des affaires juridiques et publiques pour le groupe Agristo. Et je vous présente Sylvain Bourdon qui est le futur directeur de l'usine à Éco-d'Œuvre et le premier salarié aussi de Agristo SS. Je vous présente peut-être vite le groupe Agristo. Donc, nous sommes une entreprise familiale qui a été fondée par deux amis en 1986. Maintenant, c'est la deuxième génération qui gère l'entreprise. Donc, ce sont deux familles. Un fondateur a 2 enfants, l'autre a 3 enfants. Ils sont tous les 5 de l'entreprise et ils gèrent chacun un département ou bien ils sont CEO. Aujourd'hui, nous avons 5 sites en exploitation, donc 3 sites de production en Belgique, un site de production aux Pays-Bas, ça c'est à Tilburg, et nous avons aussi un projet en Inde. Aujourd'hui, c'est du flocon, de pommes de terre, c'est pas encore du congelé. Et c'est un petit projet, mais nous allons investir aussi là-dedans. Nous avons 1300 employés. Ici, c'est dans le monde, donc ça veut dire Belgique, Pays-Bas et Inde. Et nous faisons l'exportation vers 145 pays dans le monde, plus ou moins 700 clients. La plus grande partie de nos exportations, c'est européen, donc 70% de nos volumes sont vendus en Europe et une grande partie déjà en France. Ce qu'on fait, c'est vraiment la transformation des pommes de terre en produits congelés. Donc, c'est les frites, pas que les frites, il y a plein de choses de pommes de terre, plein de produits de pommes de terre qu'on puisse faire. C'est les sautés, c'est les risolés, ça sont tous des produits coupés. Après, nous avons aussi des spécialités de pommes de terre, donc ça sont des produits sur base de la purée ou des pommes de terre hapées. Et donc, en 2023, désolé, le chiffre en français c'est compliqué pour moi. En 2023, nous avons fait plus ou moins 850 000 tonnes de produits finis. Et donc, pourquoi nous avons choisi un projet dans le nord de la France? Il y a plusieurs raisons. Donc, aujourd'hui, déjà, la France est notre deuxième marché en termes de vente. Donc, le premier marché c'est le Royaume-Uni, après c'est la France. Déjà, nous achetons beaucoup de pommes de terre dans le nord de la France pour transporter vers la Belgique, les transformer là-bas et après vendre les produits finis en France. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas logique. Donc, c'était nécessaire de chercher une localisation en France, aussi pour trouver un bassin des agriculteurs plus large qu'on a aujourd'hui en Belgique. Et ça veut dire aussi que nos clients en France, c'est beaucoup de supermarchés, donc eux, ils demandent beaucoup d'origine française. Nous avons déjà des pommes de terre françaises, mais nous n'avons pas encore la production en France, donc pour nos clients, c'est aussi important. Après, il y a aussi un bassin d'emploi ici en France qui est important pour nous. Il y a de bonnes connexions logistiques qui sont très importantes, donc tout ça sont des raisons importantes. Et après une recherche, nous avons trouvé un accord de principe avec Tereos sur le site d'Éco-d'Œuvre. Et c'était très intéressant pour nous, surtout parce que c'est déjà de l'agroalimentaire. Ce qui veut dire qu'il y a déjà beaucoup de nos besoins techniques qui sont en match avec le site ici à Éco-d'Œuvre. Et le but est vraiment, et je vais vous expliquer ça, est de faire ou de construire une usine moderne, efficace, avec les nouvelles technologies. Nous avons déjà des usines modernes en Belgique, mais ceci doit vraiment être une usine du futur. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, le projet qu'on voudrait faire ici à Éco-d'Œuvre, c'est une usine de produits coupés, mais aussi de spécialités de pommes de terre, avec un tonnage de 150 000 tonnes au démarrage de l'usine, et à terme évoluer vers 300 000 tonnes de produits finis par an. Donc le site de Tereos, c'est 27 hectares, plus ou moins. Nous allons travailler avec des agriculteurs français, donc ça veut dire que
tous les pommes de terre sont approvisionnés par les agriculteurs français. Et il y a un investissement prévu de 280 millions d'euros. Au démarrage, nous avons prévu 140 emplois directs. Il y aura beaucoup plus encore des emplois indirects, bien sûr. Une fois que nous sommes à pleine capacité, ça sera 300 à 350 emplois. Et le but est d'avoir une usine qui sera opérationnelle mi-2027. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au début encore. Nous n'avons pas encore fait notre demande de permis, nous n'avons pas encore nos autorisations, donc on est encore bien en amont du projet. Voilà, je passe une parole. Ok, bon, bonjour à vous. Donc, alors on va d'abord parler effectivement du planning. Donc, si on démarre par la fin, on vise en fait une usine qui va démarrer en juin 2027, mais évidemment il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Donc aujourd'hui, on est dans la phase où on est dans la concertation préalable. Et donc, on a beaucoup d'interactions avec les riverains, avec le public, pour bien cerner tous les enjeux en fait de notre projet et trouver les meilleures réponses. On est en voie donc de constituer notre dossier d'autorisation environnementale et on va déposer notre demande pour le début du mois d'octobre de cette année. L'objectif, c'est d'être autorisé à produire l'année prochaine pour le mois de juin. Et ensuite, en gros, on a 2 années de construction, de recrutement du personnel, d'installation de tout le process, de mise au point, donc pour démarrer mi-2027. Donc c'est vrai qu'on est encore très en amont, puisque c'est 3 ans en fait, avant le démarrage de l'usine. Donc comme tu l'as dit, Wart, on a donc 2 types de lignes de production. Donc on aura 3 lignes de production. Une ligne dédiée aux produits coupés, donc c'est principalement les produits qu'on connaît tous, les frites, les grissolés. On peut avoir aussi les frites qui sont enrobées. Elles sont en fait un enrobage lisan qui permet de renforcer la croustillance. Et puis après, on a des produits qui sont fabriqués à partir de purées, qu'on appelle les produits formés, et qui sont finalement bien souvent, en tout cas d'origine française, ou en tout cas issus de la tradition culinaire française, avec les pommes noisettes, les pommes duchesse par exemple. Mais ça peut être aussi des pommes de fine, ça peut être des croquettes quand on rajoute de la chapelure autour. Et ça peut être aussi des galettes de pommes de terre qu'on appelle rosties quand on y rajoute des oignons par exemple. Voilà. Donc il y aura en fait une grande variété de produits, une certaine complexité aussi dans la fabrication de ces produits. Mais le but en fait c'est de valoriser toute la pomme de terre parce que quand on fait des frites, et quand on a des petites pommes de terre, on ne peut pas forcément faire des frites longues évidemment. Donc du coup en fait on peut réutiliser les petites pommes de terre pour fabriquer de la purée. Bon là on n'a pas de problématique de longueur. Et ça permet en fait de valoriser toutes les pommes de terre qui rentreront à l'usine. Aujourd'hui, chez Agristo, en Belgique, on a 2 sites qui sont spécialisés sur les frites, et il y a un site qui est spécialisé sur les spécialités. Ça veut dire que sur une usine, en fait, on va réceptionner les pommes de terre, on va séparer les petites et les grosses, et les petites vont être utilisées pour l'usine de spécialité, donc ça induit en fait des transports qui, dans ce cas-là ici, n'existeront pas, puisque tout ce qui va rentrer sera transformé. Donc on sera sur une usine qui sera particulièrement efficace. Il y a aussi un enjeu en fait, de souveraineté alimentaire, puisque les chiffres 2022-2023, on était sur 280 000 tonnes d'importation pour le marché français. Donc on va contribuer, avec au démarrage 140 000 tonnes, à rééquilibrer un petit peu cette balance alimentaire, et sachant que la capacité de l'usine qu'on va solliciter pour l'autorisation, ce sera 300 000 tonnes. Il y a aussi un enjeu de décarbonation, puisque au passage, comme ça a été dit, aujourd'hui, cette usine sera dédiée principalement au marché français et au marché de l'Europe du Sud. Et si elle est basée, si on l'envisage avec Olaf, c'est justement la proximité avec le bassin d'approvisionnement en pommes de terre qui est intéressant. Et les clients sont situés donc en France, Espagne, Portugal, Italie, avec des produits pour les 150 000 tonnes que l'on va relocaliser en France, qui sont déjà fabriqués en Belgique. Donc du coup, il y a on va dire du transport évité et au passage un peu de décarbonation. Là ici, vous avez le plan d'implantation de l'usine. Alors, il y a quelque chose qui est très très important à savoir, c'est que Agristo est une entreprise familiale et a une manière de fonctionner, et en particulier pour ces nouvelles implantations,
fonctionne avec un principe de co-construction. La co-construction, c'est de dire, on n'arrive pas en fait avec un plan d'usine et avec, on va dire, des schémas qui sont figés et c'est à l'environnement de s'adapter, c'est exactement l'inverse. On s'adapte à notre environnement, on s'adapte au voisinage et on co-construit avec les riverains, avec les élus, avec toutes les parties prenantes et avec les autorités un projet pour faire en sorte qu'il soit le plus vertueux possible et qu'il respecte au mieux tous les enjeux qui sont liés à cette implantation. C'est des enjeux qui concernent l'environnement, qui concernent la nature, qui concerne les nuisances potentielles, etc., etc., etc. Donc là, le plan que vous avez ici, c'est un plan qui a déjà été travaillé. Nous, quand l'annonce en fait de la reprise ou de l'intention de reprendre la friche industrielle Tereos avec la déconstruction qui est en cours, on a présenté un schéma directeur idéal, mais avec des grands bâtiments très proches des riverains, et au fur et à mesure de nos discussions, on a déjà modifié pour prendre en compte véritablement cet environnement proche. Mais donc aujourd'hui, c'est la version, je dirais, la plus aboutie, et c'est celle que l'on va, même si la concertation n'est pas encore terminée, donc il y a encore potentiellement des aménagements, et ça on en parlera après. Mais en tout cas, c'est la version à date qui est la plus aboutie. Alors, Tu vas être assistant ou... Je vais peut-être, je vais me lever, puis je vais expliquer peut-être un peu, je dirais, le fonctionnement de l'usine. Donc, ici, vous avez la rue du Marais, là vous avez la bouffée d'air, et vous avez le canal de l'Escaut avec le sens en fait d'écoulement de l'eau qui est dans ce sens-là qui remonte vers le nord. On a deux entrées sur ce site, et aujourd'hui, il y a une entrée ici et une entrée là. On va conserver celle-ci, qui est la rue du Marais, dans le prolongement du chemin particulier. Et notre intention est d'en créer une deuxième ici. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une activité de Tereos qui va rester sur le site. Donc Tereos ici va continuer à exploiter les deux gros silos de sucre. Il va poursuivre son conditionnement du sucre. Et aussi ici on voit des cubes de stockage de sirop. Voilà. Donc eux auront besoin d'un accès. Et nous, on a besoin aussi d'un deuxième accès. Pourquoi on veut deux accès? Parce qu'on veut limiter en fait le plus possible l'impact sur le trafic, même si globalement on aura moins de camions de trafic lié à notre activité. On aura quand même du trafic et on veut une répartition naturelle du trafic sur les deux axes. Le schéma de transformation, c'est réception des pommes de terre, lavage, stockage des pommes de terre, pas plus de 24 heures. Le stockage des pommes de terre, il se fait chez les producteurs, il ne se fait pas chez nous. Parce qu'on sait qu'une pomme de terre, c'est particulièrement fragile. Dès lors, en fait, qu'on la manipule, elle ne fait que se détériorer. Elle prend des coups, elle devient bleue, puis après elle devient noire, et on ne sait plus rien faire. Nous, on ne stocke pas de pommes de terre au-delà de 24 heures. Ensuite, donc on a évidemment le calibrage et on sépare les petites et les grosses. Ici, on a le pelage qui se fait à la vapeur. Et ensuite, on vient transformer donc, ces pommes de terre sur des lignes de produits coupés pour faire des frites ou des lignes de spécialité. Les produits ensuite, donc surgelés au vrac, vont être conditionnés, donc on les met en sachet, on les met en carton, on les met sur des palettes, et les produits finis ensuite sont stockés dans des bâtiments ici de stockage, grande hauteur, où on met 40 000 palettes unitairement par stockage. Ici on a le stockage dans les emballages, et ensuite l'expédition se fait ici. On a une conception de l'usine de telle sorte de minimiser les nuisances, notamment sonores, par le fait que les flux sont intérieurs. Une fois que les camions en fait rentrent sur le site, là par exemple ici ils vont passer sur les bureaux, vous avez en fait un cloisonnement qui fait que les bruits de circulation interne vont rester à l'intérieur du site et les bâtiments font office de murs anti-bruit. On a aussi une conception de l'usine, si on continue à parler donc, du bruit avec des murs en béton qui sont particulièrement isolants du bruit, et pour ce qui est des odeurs, on a des systèmes de traitement des fumées qui font qu'on n'a pas d'odeur à l'extérieur du site. Voilà. Les enjeux de l'eau, on va en reparler après, mais on a sur le site un cours d'eau qui s'appelle le Rio Noir. Le Rio Noir, en fait, il court ici. Il y a une partie qui est usée. Alors il apparaît ici, ensuite il est usé, et puis après
Donc il poursuit tout au long de la réserve. Il passe ici sous l'entrée historique du site que l'on va préserver. Ici, il y a notre nouvelle entrée que l'on va créer, et il passe sous un bâtiment avant ensuite de rejoindre le canal de l'Escaut. Donc évidemment, il y a un cadre réglementaire très strict qui s'applique sur le site. Donc on est soumis à autorisation au titre des installations classées. On est soumis aussi à la directive IED et donc à l'utilisation des meilleures pratiques. On est soumis aussi à l'évaluation environnementale. Par contre, on sait qu'on ne sera pas soumis à la directive CDSO, puisqu'on sera bien en deçà des seuils CDSO, etc. Les enjeux, donc, c'est la protection de l'environnement, évidemment, l'eau, l'air, le sol, les paysages, les humains, les infrastructures, etc., la biodiversité, tout ce qui est risque accidentel, donc ça peut être l'incendie, l'explosion, tout ce qui est prescription de compatibilité avec le milieu, ça on en reparlera après. Et on travaille aujourd'hui de concert avec la préfecture, la sous-préfecture, enfin, tous les organismes. Il y a un très très gros travail qui se fait. Alors, un des principes qui, on va dire, qui préside à notre installation sur l'écolore, c'est d'abord la volonté de ne pas artificialiser les terres. Ce serait impensable en fait de construire une usine à la place du milieu naturel ou à la place de zones agricoles. Donc c'est pour ça qu'on prend la suite de la sucrerie. On est sur 27 hectares, donc on est dans une logique de continuation d'une activité industrielle qui est là depuis 150 ans. Donc pas de destruction de zones naturelles ou agricoles. On envisage également de reprendre des bassins. Les bassins nous intéressent particulièrement, alors c'est une petite partie des bassins, mais ils nous intéressent particulièrement pour faire la décantation des eaux de lavage des pommes de terre. Parce que le procédé, on va dire, classique, qui est utilisé notamment en Belgique, c'est de faire de la décantation avec des floculants. Donc qui dit floculant dit molécule de synthèse et dit à la fin une terre qui constitue un déchet. Le déchet égale enfouissement. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas très vertueux. Par contre, aujourd'hui, comment fonctionne la sucrerie? Elle fonctionne avec une décantation qui fait que la terre, en conformité avec une norme qui s'appelle la NFU 44451, permet ensuite de considérer que ce n'est plus un déchet, qu'elle a des qualités pour l'agriculture et donc d'être recyclée pour l'agriculture. Donc ce modèle-là, il nous intéresse énormément parce qu'il est beaucoup plus vertueux, il est beaucoup plus naturel et il est beaucoup plus dans un esprit d'économie circulaire. Voilà. Le deuxième point, c'est l'utilisation de la ressource en eau. Donc la sucrerie, c'était 700 000 m3 par an, donc concentré principalement sur la période d'activité sucrière, donc 4 mois. Nous, ce sera une activité en fait régulière tout au long de l'année. Par contre, on va consommer plus d'eau pour 300 000 tonnes. Ce qui est envisagé, c'est 1 268 000. Donc, bon, il y avait 5 forages sur le site. On va en récupérer un, qui est en fait le seul qui correspond à nos besoins. Il faut en créer un deuxième par sécurité. Et on a déjà les conclusions en fait, de l'étude hydrogéologique qui nous confirment que d'une part, on a la ressource nécessaire pour nos activités, même en cas de sécheresse, et même dans les hypothèses d'évolution future du climat. Après, en termes de rejet, c'est compatible avec le milieu récepteur. Et je vous ai déjà parlé du recyclage de la terre. Voilà. Donc, aujourd'hui ou maintenant, nous sommes dans une période de concertation volontaire. Donc, nous avons choisi de faire la procédure volontaire de la CNDP, donc la Commission nationale du débat public. C'est une procédure qui est obligatoire à partir d'un investissement de 300 millions d'euros. Nous sommes à 280 millions d'euros, donc nous ne sommes pas loin. Nous avons choisi de le faire volontairement, aussi parce que
on le fait toujours, aussi en Belgique, on fait une concertation bien en amont des projets. Nous sommes nouveaux en France, donc aussi nouveaux dans cette région, donc on n'a pas encore vraiment un réseau. Donc pour nous, c'est intéressant d'être accompagné par la CNDP et spécifiquement par les garants de la CNDP. Et nous avons aussi une bureau de consultation de concert qui nous accompagne. Et le but est vraiment de rassembler des idées, des inquiétudes aussi, des riverains, de toutes les parties prenantes, et de modifier le projet ou possible après pour que ça réponde à la plupart des inquiétudes. Et c'est déjà un travail qui a déjà été fait, comme Sylvain expliqué aussi, avec beaucoup des autorités. Donc, nous avons déjà eu beaucoup de réunions avec beaucoup d'autorités compétentes dans les derniers mois. Et ça, c'est le calendrier de la concertation. Donc, la période a commencé le 10 juin, avec une réunion d'ouverture le 12 juin. Il y avait beaucoup de monde, il y avait quand même 150 personnes qui étaient présentes. Après, nous avons fait des réunions de proximité. Donc, on était à Auchan, dans les marchés de Cambrai, marché des Côtes-d'Œuvre, pour répondre aux questions des riverains. Et nous avons aussi 2 ateliers thématiques. Donc, la semaine passée, nous avons fait un atelier thématique sur l'aspect socio-économique, donc l'approvisionnement des pommes de terre, mais aussi la formation et l'emploi. Et jeudi soir, nous avons encore un atelier sur l'implantation urbaine et environnementale de l'usine. Et après, nous avons encore une réunion de clôture le 10 juillet. Et la période de concertation va finir le 17 juillet. Donc après cette concertation, il y aura un bilan des garants de la CNDP, ça c'est prévu pour le 17 août. Et après, c'est nous, Risto, comme maître d'ouvrage, qui doit répondre à toutes les questions. Donc nous aussi, on doit faire un bilan, et ça c'est prévu pour le 17 septembre. Donc avant Donc certains d'entre vous ont déjà certainement rencontré M. Dereux ou Mme Royal, qui sont les garants de la concertation. Et il y a un site web où il y a toutes les infos sur le projet aujourd'hui, donc c'est concertation-apisto.fr. Et là, il y a toutes les infos, il y a aussi la possibilité de demander des questions, et nous, on répond chaque fois aux questions sur le site web. Voilà. On va laisser la parole à Estelle Hassen, qui est la directrice environnement de notre bureau d'ingénierie qui nous accompagne dans cette démarche. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'ai repris des éléments assez succincts, des très grandes lignes. L'idée étant de laisser un maximum de place à l'échange et aux questions après. Alors, en termes d'approvisionnement, en eau, il y a 2 aspects en fait finalement. Le premier, l'approvisionnement en eau sanitaire qui viendra du réseau public avec un volume estimé à 3000 m3 par an. Et c'est un chiffre qui a déjà été évoqué avec Noréal et qui a été validé par Noréal comme étant envisageable pour eux. Il n'y a pas d'autre approvisionnement de l'usine au niveau du réseau public. Les autres process, alors, le premier élément, parce qu'on nous en parle très souvent, il y a une impossibilité actuellement de mettre en place ce qu'on appelle du reuse ou de la réhute sur les process agroalimentaires. On attend les décrets, on attend que la réglementation se fiche pour pouvoir aller vers ça. Agristo le fait déjà sur ses sites en Belgique. En fonction de la façon dont c'est décrit en réglementation française, on aura la possibilité de réutiliser une partie des eaux issues de la station d'épuration notamment, qui auront été traitées. L'idée étant de trouver le juste équilibre entre l'approvisionnement, le traitement et la concentration des rejets. On a par contre la possibilité d'utiliser notamment des eaux pluviales dans des tours aéroréfrigérantes, puisqu'il n'y a pas de contact avec la denrée alimentaire. Et Agristo a effectivement fait le choix d'intégrer l'utilisation des eaux pluviales récupérées sur une partie des toitures des bâtiments, en fait sur les toitures le permettant,
pour alimenter le système de refroidissement de l'installation frigorifique. Et puis la plus grande partie, finalement, on en a déjà beaucoup parlé, le site sera alimenté via les eaux souterraines, donc la nappe souterraine. Effectivement, il y a eu des premières études hydrogéologiques qui visaient l'aspect quantitatif et qui ont permis d'aboutir à un avis favorable de l'hydrogéologue agréé en mars 2024 sur cet aspect quantitatif. On ne parle pas encore là de qualitatif, pour des volumes, alors les volumes maximaux qui sont indiqués sur la diapositive. Donc on est à 150 m3 au maximum, 3600 m3 jour et 1 260 000 m3 par an. En termes d'ouvrage, il y a une reprise d'un des forages du site de Tereos, donc le forage F5, donc il sera remis aux normes. En tout cas, les travaux nécessaires seront faits pour son bon fonctionnement pour Agristo. Et puis il y aura une création d'un nouveau forage pour la sécurisation de l'approvisionnement de l'usine. L'idée étant que ces deux forages puissent travailler en alternance. Merci beaucoup. Je cherchais la simultanéité, mais ça n'allait pas du tout. Donc les études sur les aspects qualitatifs et les traitements adaptés pour rendre l'eau compatible avec l'usage sont en cours, alors en lien avec l'ARS, et feront l'objet. Alors il y a eu des premiers prélèvements à l'été 2023, il y a eu de nouveaux prélèvements la semaine dernière suite au rebouchage des forages qui n'étaient pas maintenus sur Tereos et avec des nouveaux paramètres demandés par l'ARS. Donc ça, ce sont des démarches qui sont actuellement en cours. Sur l'aspect rejet cette fois, donc les eaux sanitaires du site rejoindront le réseau communal. Les eaux pluviales non réutilisées seront tamponnées et rejetées au canal de l'Escaut au droit du site. Donc on est là au niveau de la flèche projet. Alors, suite à divers échanges qui ont eu lieu, il est possible aussi qu'une partie du rejet des eaux pluviales ou la totalité puisse aller, si les conditions sont remplies, au niveau du Rio Noir qu'on évoquait tout à l'heure, qui se rejette dans l'Escaut. Mais voilà, ça c'est une possibilité qui est à l'étude. C'est pas conclusif pour le moment, on en est vraiment aux prémices de trouver la bonne équation entre hydraulique, écologie et paysage. Sur les autres process, donc les eaux de process seront traitées dans la station d'épuration interne au site, qui sera côté site industriel. Donc on est là côté flèche projet, ici. Et le point de rejet sera à l'endroit où était la station d'épuration historique de Tereos. Donc en fait on garde le même point de rejet au même endroit, dans le même milieu que Tereos. Et puis on a donc le sujet des bassins. On a les eaux de lavage en fait de pommes de terre transiteront par les bassins de décantation qui étaient ceux de Tereos, donc ils sont ici au niveau de la station d'épuration. Alors une précision, les bassins de Tereos c'est une très grande surface avec énormément de bassins qui ont eu des usages différents et une vie en fonction au fil des 150 dernières années. On parle bien là d'une petite partie de ces bassins qui serviront pour la décantation des eaux de lavage qui, après décantation, pourront être traitées dans la station. Et donc le dernier point qui visait vraiment l'eau pour une présentation complète, pas nécessairement exhaustive pour autant pour répondre aux questions derrière. On a travaillé sur les cartes de cours d'eau de la DDTM et sur les cours d'eau en eux-mêmes sur le site. On avait un certain nombre de choses qui étaient identifiées comme cours d'eau sur la carte de la DDTM. Ça ne semblait pas forcément pertinent, ça nous semblait pas forcément pertinent sur le terrain. On a donc sollicité l'OFB pour qu'ils puissent venir nous dire s'ils estimaient que c'était des cours d'eau ou des fossés. Le Rio Noir qu'on évoquait tout à l'heure est bien un cours d'eau et donc est maintenu comme tel. Par contre, les
les parties que vous avez là surlignées en jaune sont des fossés. Donc ont été classés cours d'eau dans la carte sans pour autant répondre à la définition. Donc ils vont faire l'objet, la carte va faire l'objet d'une modification pour supprimer cette appellation cours d'eau en accord avec les observations de l'Office de la biodiversité. Et donc le Rio Noir, alors là on en a également déjà parlé tout à l'heure, c'est un cours d'eau, dont vous voyez le parcours qui est tantôt busé, tantôt à l'air libre. On a une nécessité de busage dans la partie basse que vous voyez ici pour répondre au plan que vous avez vu tout à l'heure. On a en revanche une possibilité de débusage ici, parce que cet accès n'est pas utilisé, et l'ISO a une volonté de renaturation en fait, de ce linéaire, donc sur la partie qui est aujourd'hui à l'air libre, qui sera complétée par le débusage, en vue d'aller vers quelque chose déjà de meilleur au niveau écologique, donc au niveau de la renaturation, également au niveau du paysage et du cadre de vie pour les riverains, notamment du côté de la rivière. Et ça, c'est une discussion qui est en cours. On était encore sur le terrain ce matin pour voir quelle pourrait être l'adéquation de ce projet avec le SAGE, en lien donc avec Amival et M. Voilà pour la présentation. Alors Mathieu Huyot, je suis responsable du cycle de l'eau à la communauté d'agglomération de la Pointe de l'eau. Ma première question, c'est par rapport à la gestion des eaux pluviales. J'ai vu que vous faisiez du tamponnement et du rejet. Pourquoi vous ne feriez pas de l'infiltration? C'est une bonne question. Vous avez quand même des besoins en eau qui sont gargantuesques. Ça équilibrerait peut-être un petit peu plus. Alors on a envisagé l'infiltration, bien sûr, il y avait la réutilisation, l'infiltration, c'était les axes prioritaires. On n'a malheureusement pas la possibilité de la faire avec une nappe alluviale qui est affleurante. On a fait des études hydrogéologiques, on en a discuté avec la police de l'eau. Vous avez vu la docta? On a regardé les infiltrations sur les parties VL, effectivement, alors pas directement sur Adopta, mais avec d'autres méthodes, notamment de la barbonite, etc. Après, l'Adopta, ils sont à 50 km, c'est dommage de ne pas aller les voir. Ah non, alors on a... pourrait vous proposer des solutions, même avec une nappe affleurante, même avec beaucoup de parking, avec un usage industriel. Ça s'est fait sur d'autres sites. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire avec vous. Écoutez, les DTN, ils commencent à évoluer sur les nappes qui sont à proximité, donc... c'est dommage de ne pas en profiter. Pour répondre à donc Vincent Batteux, je suis le patron de Terraos. On a eu la DRAC nous a demandé de faire deux surfaces d'infiltration quand on a créé les parkings qui sont le long du Trévert. Et on avait fait venir des spécialistes dans tous les sens. On n'a jamais réussi à faire d'infiltration là. Quand on a fait les cuves, on avait la même punition, on a essayé d'infiltrer, on n'a jamais réussi. Ouais, je sais pas, ça évolue quand même. J'ai entendu qu'on a fleur d'eau, on est 50 cm sous. On a un trou de 50 cm, vous avez de l'eau. Ouais, comme à Douai, comme sur le Archéos, musée. Un mètre carré de couverture. Je vais vous demander trop, mais il y a 30 hectares là. Oui, non, mais je dis pas que tout peut être fait comme ça. Hein. C'est juste évacuer tout de suite la question, ce serait un peu dommage. Non, mais je pense que c'est. Alors, non, on n'a pas rencontré la DOTA. Je pense que c'est effectivement des gens qui peuvent être rencontrés. On en a discuté avec les hydrogéologues, avec la police de l'eau, avec les VRD. On est arrivé à la conclusion qu'on n'arriverait pas à infiltrer. Mais effectivement, il y a également. Alors, ça ne change rien à ce que je viens de dire concernant la DOTA, mais il y a également le sujet des risques liés à l'utilisation de l'eau de forage en lien avec le code de la santé publique. Donc voilà, on essaye de trouver la bonne équation, mais on peut effectivement tout à fait rencontrer la DOTA et je pense que c'est une excellente. On est fermé sur aucune solution en fait. L'idée c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est de trouver les meilleures solutions possibles. Donc si effectivement celle-là peut-être s'est creusée, on y va, pas de souci. Par contre, si je peux me permettre, si vous avez un contact direct qui pourrait nous permettre d'aller plus rapidement, on est prêt. Après, j'avais une autre question. Le stage ESCO n'est pas un territoire en tension dans l'étude qu'avait fait l'agence de l'eau en 2020. Par contre, tous les stages qui sont autour sont en tension quantitative à moyen terme. Est-ce que vous avez envisagé qu'à un moment, le
territoire où ses voisins soient plus en capacité de produire suffisamment, enfin d'avoir suffisamment d'eau pour la production de pommes de terre. Parce que certes, vous avez besoin d'1,2 million pour votre process, mais il y a aussi tout ce qu'il faut, qu'il va falloir pour l'irrigation. Pas sûr que ce soit possible. Voilà, c'est une question. Est-ce que vous avez envisagé qu'à un moment, on n'ait plus les capacités en eau pour faire fonctionner et répondre à votre CCTP sur le calibre des pommes de terre et tout ça? Donc pour nous, nous n'imposons pas l'irrigation à nos agriculteurs. Hein, donc, non, mais vous avez un calibre, je pense, oui. Un minimum. Oui, oui, c'est ça. Il y a des pommes de terre, des calibres qui sont nécessaires. Mais c'est pas que, j'ai dit les pommes de terre vont venir de proche, mais c'est un rayon de 150 km autour de chaque usine. Hein. Donc nous sommes confiants que même avec des périodes qui sont plus difficiles, qu'il y aura assez de pommes de terre, et même s'il y a des sécheresses, on a déjà connu aujourd'hui des saisons avec des sécheresses, des mauvaises récoltes, ce qui veut dire qu'il y a moins de pommes de terre, qui sont plus chères, et donc on doit gérer. Et ça, c'était toujours le cas aussi pour la compétition. Donc oui, nous sommes convaincus qu'il y aura assez de pommes de terre, mais après ça ne sera pas toujours une saison facile, ça c'est clair aussi. Et pour compléter un peu, on sait qu'au niveau local, il y a des projets qui sont en cours d'études pour faciliter justement l'irrigation. C'est un projet qui est porté par Tereos en lien avec la Chambre d'agriculture. C'est pas directement un resto, mais on sait qu'il y a en fait des travaux qui sont... En fait, comme Tereos a été soumis à une revitalisation du territoire, en fait, quand vous fermez une usine en France, il y a une amende qui est payée par l'industriel, qui est de 4 fois le SMIC, fois le nombre d'emplois détruits. Donc en fait, Tereos aurait dû payer environ 200 000 € de pénalité. En fait, on a décidé avec monsieur le sous-préfet de doubler cette mise. On a payé 400 000 €. Par contre, ces 400 000 €, on a eu la main dessus pour faire ce qu'on voulait avec. L'idée, c'était de faire des parkings dans la ville des Côtes-d'Œuvre. Il y a un parking qui va être fait sur Ramilly, du parking, mais après, il y a aussi une grosse étude de la revitalisation de nos bassins. On est propriétaire de 130 hectares de bassins, donc, qui sont entre l'usine et Valenciennes. Et ces 130 hectares de bassins, certains sont en très bon état, parce qu'ils ont été complètement refaits il y a 1 an et demi, suite à la catastrophe qu'on avait vécue. On a remis 5 millions d'euros de rénovation de bassins. Et donc l'idée, ces bassins serait de leur donner une deuxième vie en stockant de l'eau pour justement l'agriculture. Parce que ce que vous dites, vous mettez le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il faudra effectivement un peu de flotte, et il y a une tension sur effectivement les bassins qui sont autour. Donc l'idée, c'est de garder de l'eau. Alors cette eau, on a voulu dissocier le projet Agristo et ce projet-là, parce que pourquoi Tereos fait ce projet-là? Tereos, c'est une coopérative. Les 130 hectares, ils appartiennent des agriculteurs. Donc de dire on les vend à l'euro symbolique ou on les donne, quelque part, c'est dire aux agriculteurs, bon, en plus d'avoir perdu votre usine, maintenant vous allez perdre un peu d'argent chacun, parce qu'on donne un actif. Donc on s'est dit, autant leur donner une vie et faire quelque chose avec. Le laisser dans les livres comptables de Tereos, c'est pas un problème. On peut garder les bassins pendant 20 ans, 30 ans. Pour les mettre en sécurité ou les utiliser à autre chose. C'est vrai que ces 4 bassins qui sont vraiment en bon état, c'est-à-dire on peut stocker de l'eau dedans. On a regardé combien, on peut stocker grossièrement 2 millions de mètres cubes. Donc après, la deuxième question, c'était de dire, ces 2 millions de mètres cubes, on va les chercher où? Donc aller les chercher sous terre, les mettre dans des bassins, c'est complètement stupide. On est tous d'accord dans la salle, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, se dire qu'à un moment, quand il y a des surcharges de l'ESCO en plein hiver, dire tiens, à ce moment-là, on va peut-être pomper un peu d'eau et puis le mettre dans nos bassins. Puis deuxièmement, le jour où Agristo sera bien lancé, que son usine sera lancée, si les eaux qui sortent d'Agristo sont compatibles, pourquoi pas stocker cette eau aussi. Et le tamponnement plus de l'eau qui vient de l'industriel, les 2 millions de mètres cubes, on les a assez facilement. Et après, il y a l'eau de pluie, parce que les 30 hectares, c'est pour ça que j'arrive à la première question que vous avez posée, c'est-à-dire que les 30 hectares, on peut les infiltrer, mais on peut aussi les stocker. C'est une solution. Donc en fait, on est parti un peu dans cet esprit-là, le projet nous paraît bien, on l'a monté donc avec la Chambre de l'agriculture, parce que Tereos ne voulait pas financer le projet, parce que c'est un projet qui compris pour 10 millions d'euros. Donc on a fait une demande de subvention qui va être exposée là, mi-juillet. Cette subvention se fait, l'idée c'est, alors les 4 bassins, on va pas les faire à un coup, c'est-à-dire qu'on va faire un premier bassin, voir si ça marche, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis après, c'est tirer des canalisations pour emmener l'eau aux agriculteurs. Donc on a fait une étude dans un rayon de 5 km autour de l'usine, vous allez dire c'est tout petit 5 km. Dans les 5 km autour de l'usine, il y a 340 agriculteurs, et en fait, la grosse majorité des agriculteurs sont des petits agriculteurs, parce qu'on est dans une région où il y a des petits agriculteurs,
font pas tous des puits, et quand ils veulent en créer un, c'est trop cher pour eux, ou simplement c'est pas possible dans les bassins où ils sont. Donc en fait, d'emmener de l'eau comme ça, c'est une très bonne idée. Alors on l'a fait sur nos usines, hein, l'usine de Poirier est comme ça, l'usine de Connantre est comme ça, on amène de l'eau aux agriculteurs. Connantre, c'est 240 km de tuyauterie sous terre, qu'alimentent des agriculteurs sur 40 km. Donc on sait faire. Donc en fait, c'est un peu se servir de tout ça. Par contre, c'est un projet de longue haleine. Aujourd'hui, on s'était posé la question de vous le présenter aujourd'hui. On se dit, il est un peu tôt. C'est-à-dire qu'on a une étude qui est en cours par des spécialistes d'un point de vue légal. Est-ce que c'est légal de le faire? Quelles sont toutes les procédures administratives qu'on va devoir, entre guillemets, passer? Donc on a mis 70 000 € d'études. Hein, c'est un point de départ. Cette étude, alors, on a pris 3 mois pour la faire. Donc elle va finir au mois d'octobre, grossièrement. Donc moi, je serai tout à fait prêt dans 3 mois pour venir vous la présenter. Dire voilà les conclusions de l'étude, est-ce que notre projet est farfelu ou est-ce qu'il n'est pas farfelu? Moi, il me paraît avoir du bon sens parce que sur 230 hectares, on a grossièrement 40 hectares qui vont finir en stockage d'eau, dans des bassins en super état. Par contre, les autres bassins autour, l'idée c'est de les mettre en sécurité et de faire des usages différents. Donc il y aura 2 endroits, un de 30 hectares, un de 15 hectares, où là c'est une réserve ornithologique pure. Les bassins, on les vide, on ouvre les digues pour pas que l'eau soit stockée dedans, on les met en sécurité et on laisse reprendre la vie sauvage telle qu'elle est. Donc ça, c'est le cas de Guy et du bassin de Tain-Saint-Martin. Sur Tain-l'Évêque, là, on fait vraiment une réserve ornithologique avec une petite mare, avec un observatoire pour les enfants. Sur la partie éco-d'œuvre, l'idée c'est de transformer ça en parc de balade, vraiment pour que les gens d'éco-d'œuvre puissent aller se promener dans des bassins qui vont être réaménagés complètement. Là, on a déjà commencé à le faire. Et puis après, avec Bristow, en fait, prend la partie du milieu. Il y a 4 bassins qui existent, 3 seront en utilisation, puis un 4e servirait entre guillemets, de réserve. Et donc voilà un peu le projet global. Ce qu'on veut, c'est un peu servir tout le monde. C'est servir le monde agricole, servir l'ornithologie, servir le concitoyen, tout le monde qui veut aller se balader, et que Terreos parte du territoire le plus proprement possible. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, mais je pense que d'ici 3 mois, on aura vraiment un beau projet à présenter. Bonjour, donc je suis Serge Desprojet, communauté d'agglomération de Cambrai. J'avais une question, je rebondis un peu sur la remarque de monsieur par rapport à votre ministère. Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez 150 000 tonnes, alors je n'ai pas compris si c'était pommes de terre ou produits finis. Produits finis, au démarrage de l'usine, en pleine capacité 300 000 tonnes de produits finis. Et donc ça vous fait combien de matières premières de pommes de terre? En matière première, ça sera pour le 150 000. On va compter 250 000 tonnes à peu près. C'est un ordre de... Ça varie en fait en fonction des produits que l'on va fabriquer, du mix produit. Ça dépendra. Alors moi j'ai une question, c'était mes interrogations, c'était surtout aussi par rapport à vos fournisseurs, donc les futurs agriculteurs qui vont travailler avec vous, ce sont des agriculteurs français. S'il n'y a pas des Belges qui viennent souligner ou acheter, on ne pas. Oui, surtout pas nous. Nous, on n'achète pas de terrain des fois. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est est-ce que j'ai vu que vous aviez une certification Vega Plan qui est assez légère quand même. Est-ce que vous pensez développer une stratégie un peu plus adaptée, un peu plus évoluée par rapport à l'environnement, par rapport à la filière des alimentaires, de manière à gérer les ressources et donc capacité de concurrents qui accompagnent les agriculteurs techniquement et financièrement là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Parce que vous ne l'évoquiez pas du tout, ni dans votre cahier là. Donc voilà. Alors la communauté d'agglo de Cambrai vient d'être labellisée pour un projet d'alimentation territoriale. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler sur d'autres territoires. Donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment de rassembler tout le monde autour de l'alimentation en faisant des agriculteurs, des consommateurs et la consommation. Je pense que ça pourrait être aussi, d'accord, une thématique intéressante à intégrer dans le projet avec les acteurs de la chambre d'agriculture, les acteurs économiques, les acteurs environnementaux, parce que finalement l'impact sur votre site, bien sûr, il y a l'eau qui sera intégrée, mais peut-être qu'il sera peut-être aussi plus important, et peut-être des impacts en termes de, on sait que les coûts des boues c'est très important, la dernière qui a encore eu lieu c'était avec un chantier de côté, donc ce sera une des questions aussi essentielles. Si vous êtes d'accord, nous on va nous début la semaine prochaine avec une proposition de travail. Tout à fait d'accord. Hein. Nous avons aussi des agronomes qui vont accompagner les agriculteurs. La seule chose, c'est que nous, comme entreprise individuelle, c'est difficile à le faire. C'est quelque chose qu'on doit faire comme secteur en général, ensemble avec le monde de l'agriculture.
Donc nous sommes vraiment preneurs des projets comme ça, et en plus nous voulons même être leaders dans des projets de durabilité, mais ensemble avec tous les acteurs prenants. Et ça c'est un engagement qu'on a déjà pris vis-à-vis des autorités. Et nous sommes en train de recruter aussi des agronomes en France aussi, et de les former aussi pour aider les agriculteurs. D'ailleurs, nous avons aussi, je vous peut-être invite aussi nous sommes en train de faire un nouveau rapport de durabilité. Nous avons un rapport de durabilité l'année passée, mais là, nous avons plein d'objectifs de durabilité aussi pour diminuer notre empreinte carbone. Oui, empreinte carbone. Et là, la pomme de terre est très importante. Hein. C'est une grande partie de notre footprint du produit fini. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Et j'avoue que c'est vraiment une responsabilité pour notre industrie de le faire. Donc, si j'ai bien compris, c'est toute la filière que vous avez intégrée. Oui, mais c'est un peu comme... En Belgique, ça se passe déjà, parce qu'il y a déjà des fédérations de l'industrie qui travaillent ensemble avec la filière agricole. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup des investissements qui se font dans notre industrie. Notre compétition, le Cane le fait, Ecopost le fait, Cargood le fait aussi. Donc là, il y a vraiment, je pense aussi, une opportunité parce que c'est une question d'échelle aussi. Hein. Les investissements sont possibles aussi quand il y a quand même des preneurs de produits finis. Pour tous les preneurs de produits finis, ce sera important, à moyen terme, long terme et court terme, de montrer que nous avons une filière qui est durable et qui sera long terme. Et nous, on ne va pas investir dans un tel projet de 280 millions d'euros pour après se réaliser qu'on est critiqué avec tout le monde agricole et toute la filière sur la durabilité. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble avec la filière dans le futur. Et aussi avec les autorités compétentes, parce que à nous ne sommes pas des politiciens. Hein. On ne peut pas faire des règles ou un cadre réglementaire non plus. On peut travailler avec. Et nous sommes même demandeurs aussi. Si on voit toutes les réglementations européennes, il y a pas mal de décisions qui sont déjà prises, qui vont se réaliser dans les années qui viennent, et qui auront un grand impact sur notre activité. Hein. Donc ce sont des choses qui sont déjà décidées, mais qui doivent encore être réalisées dans les années qui viennent. Donc nous savons qu'il y a un grand travail à faire. Mais si vous regardez aussi la cultivation des pommes de terre il y a 10-20 ans, c'est quand même déjà beaucoup différent aujourd'hui. Hein. Donc il y a déjà beaucoup qui s'est passé. Ne serait-ce qu'en volume, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour éviter aussi les erreurs. Pour venir, je suis venu 2 fois ce matin, nous étions ensemble, et là je reviens, sur une parcelle, alors que ça a draché, ça a tombé, il y a énormément plu tout à l'heure, énormément, il y a plu. Mais j'ai vu le même champ, le même champ qui est aspergé. Qui est irrigué, c'est ça? Irrigué, c'est ça, irrigué. Je me pose la question, faut-il qu'il soit irrigué actuellement? Mais alors, je peux vous dire qu'au niveau de mon cœur, alors c'est pour ça qu'il faut éviter, si vous voulez. Si on pouvait avoir de la concertation, la Chambre d'agriculture est là, bien évidemment, ils sont partie prenante. Mais évidemment, on peut concerter ce sujet. Tout à fait, c'est le travail qu'on puisse faire ensemble. Il y avait un monsieur. Donc, Étienne Tavernier, représentant du Hauts-de-France, et maraîcher ici pas très loin. Je voulais savoir si vous avez besoin de variétés vraiment spécifiques et si vous avez entendu parler du projet de pommes de terre robuste qui se fait en transfrontalier, Belgique, France, Haute-France. Et du coup, si vous souteniez le projet, si vous vous intéressiez à ça. Le projet même, moi je ne connais pas, mais donc moi je ne suis pas de notre département agro non plus, donc je peux vérifier en interne si c'est connu. Mais tout à fait, ça nous intéresse. Aujourd'hui, nous travaillons avec des variétés déjà différentes, mais chaque année, on fait aussi des tests avec des variétés nouveaux afin de voir est-ce qu'ils sont plus résistants que les variétés qu'on connaisse aujourd'hui. Donc, on est sûrement intéressé dans des projets qui font une recherche comme ça. Mais je dois vraiment vérifier si ce projet spécifique, ça s'appelle comment? C'est un projet, ça s'appelle les pommes de terre robustes.
Donc c'est des pommes de terre qui résistent plus à la sécheresse. Alors elles ont peut-être pas un rendement maximal, mais elles résistent plus à la sécheresse, aux différents stress. Mais voilà, donc le but c'est un but un peu plus respectueux de l'environnement. Donc moins de consommation d'eau, moins de sensibilité aux parasites, aux maladies, notamment le mildiou. Et donc du coup savoir si vous aviez besoin de variétés vraiment spécifiques qui seraient dedans. Hein. Ça intègre des sélectionneurs, ça intègre beaucoup de monde. Aujourd'hui, on le fait en Belgique avec un centre scientifique qui s'appelle Inagro. J'en suis sûr qu'il y a des centres comme ça ou des projets comme ça ici en France aussi. Mais donc aujourd'hui, on n'a pas encore trop impliqué dans les projets en France, mais avec ce projet, avec cet investissement, on va le faire absolument. Beaucoup de questions. Oui. Première réflexion, c'est Paul Raoult, le président du Silentien L'Oréal. La première réflexion, c'est c'est très très bien cette reconversion, donc je ne prenais pas mes propos de travers. Ceci dit, les habitants du Cambrésis ou de la Vénois et du Valenciennois sont contents de découvrir qu'il y avait un captage qui était capable de produire 1 200 000 m3 avec eau d'œuvre. Hein? Non mais, donc j'ai la certitude que votre choix du terrain est d'abord lié à ce captage, parce que pour faire fonctionner votre usine, il faut de l'eau. Et il n'y a pas tant d'endroits que ça, dans le sud du département en tous les cas, pour trouver un captage à 1 200 000 m3. Hein? Et je voudrais bien que les politiques du Cambrésis et des environs, et de la population, aient bien conscience de ça. 1 200 000 m3. Bon. Donc ça veut dire que le site va consommer plus que Tereos précédemment. Hein? Non, mais bon. Mais pendant le même temps, depuis, évidemment, il pleut depuis le mois d'octobre. Mais enfin, depuis quelques années, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut diminuer les productions, les captages, hein, et les volumes, comme ça, captés. Bon. Donc là, on est sur un projet industriel intéressant, mais quand je suis à l'agence de l'eau avec les services de l'État, on n'arrête pas de me répéter depuis 2 ans qu'il faut diminuer les prélèvements de 10 à 20%. Et au bout du compte, on va nous demander effectivement des comptes. Dire, mais alors, vous n'avez pas réalisé les objectifs qu'on vous développe depuis 2 ans. Et souvent, ça veut donc dire que pour les diminutions en question qu'on nous demande, ce sera, j'allais dire, entre guillemets, au détriment de la consommation domestique. Puisque pour les industriels, il faut effectivement, pour réindustrialiser Nord-Pas-de-Calais, plus d'eau, hein, pas sur les fameuses usines à batterie, etc., etc. Hein. Bon, et donc si on fait le bilan des consommations, ça sera au détriment, entre guillemets, où il faudra que les gens ils soient vraiment très très économes pour arriver à ce que les objectifs soient tenus. Hein. Ça, je tenais à le dire parce qu'on a l'air de l'oublier. Hein. Bon, tant mieux si on a un captage d'1 200 000 m3 aux abords du Cambrésis, hein. Mais il faut qu'on ait conscience que globalement, Cambrésis, Valenciennois et Avesnois, on est en situation de tension. Hein. Il m'est arrivé, moi, dans mes communes, hein, d'avoir brutalement plus d'eau dans un captage et de devoir tirer des interconnexions sur des dizaines de kilomètres. Hein. Donc, faut avoir ça en tête. Hein. Bon. Deuxième élément, c'est ce qui m'inquiète, où il faudra vraiment qu'on réfléchisse. Hein. C'est votre usine, elle va conduire à combien de milliers d'hectares de patates en plus? C'est ça la vraie question qui m'inquiète. Oui, hein. Il faudra combien de milliers d'hectares pour alimenter votre usine? On peut considérer sur 300 000 tonnes, un peu moins de 10 000 hectares. Voilà. Bon, ça veut dire que dans le paysage de la région, quand vous dites 150 km, vous serez quand même bien content d'avoir les producteurs au plus près de l'usine. C'est logique, hein. Bon, là, c'est comme pour les betteraves.
Donc, ça veut dire que dans un rayon, mettons 50 km, hein, on va avoir des milliers d'hectares de pommes de terre. Hein. Et en sachant que lorsqu'on met un hectare de patates, pour en remettre la fois suivante, il faut au moins 5 ans. On est bien d'accord? Une rotation de 3 ans, ouais. Hein? Bon, une rotation de 3 ans. Donc c'est des premiers sacs multipliés par 5. Hein? Ok? Vous voyez un peu le nombre d'hectares concernés par la production de patates, hein, dans cette usine. Ça veut dire que au niveau du paysage agraire, c'est quand même une révolution. Hein? Ça va quand le terrain est plat. Hein? Bon, ça va. Mais pour le constater dans l'Avesnois, parce que il y a des producteurs de patates qui livrent des pommes de terre en Belgique, dans l'Avesnois, hein, si vous êtes sur des terrains en pente, hein, ça peut provoquer de sacrés dégâts de ruissellement, hein, et d'eau boueuse qui arrive dans la rivière. Donc ça veut dire qu'il faudra une vigilance extrême sur les terrains sur lesquels on peut cultiver des pommes de terre. Sinon, on aura des catastrophes écologiques, je vous le dis, avec fermeté, hein, d'autant plus que les aléas climatiques aujourd'hui font qu'on a des averses beaucoup plus brutales qu'il y a 10 ans, 20 ans et 30 ans. Donc du coup, bon, voilà, c'est la question de fond. Alors après, dans le paysage, hein, dans le Cambrésis, vous êtes dans une région de Penfield, mais enfin, il y a aussi du ruissellement, hein, Gérard? Bon. Mais en même temps, ça arrivera dans l'Avesnois, et dans l'Avesnois, c'est un pays de bocage. J'ai déjà vu le processus, depuis une dizaine d'années, où on fout en l'air le bocage pour produire de la patate. Hein? Bon. Donc là aussi, on a un enjeu écologique qui n'est pas neutre, en termes de paysage, mais aussi en termes d'entretien de ce même paysage. Hein? Voilà, c'est une alerte, hein, que j'exprime. Je n'ai pas dit que j'étais contre le projet, tant mieux, économiquement, pour la région, mais quand même, il y aura une sacrée vigilance à avoir. Hein. Bon, voilà. Bon, j'arrêterai là. Sur votre dernier point, nous sommes d'accord, et nous voulons aussi que c'est bien encadré, hein, de nouveau, et que c'est certifié aussi. Les agriculteurs, Vegaplan, c'est une certification, mais il y a d'autres aussi, donc ça peut être Global Gap aussi, donc il faut que, de nouveau, on travaille ensemble avec les agriculteurs pour répondre à ces objectifs, de ne pas détériorer l'état d'aujourd'hui. Et sur le captage d'eau, oui, mais au même moment, c'est pas permis de faire le recyclage non plus pour l'alimentaire, même que en Belgique, c'est permis, et nous pouvons vendre les produits qui utilisent cette eau en France. Donc ça, c'est encore en train de changer, Estelle, aussi, cette législation. Oui. Donc, dans le futur, nous croyons vraiment qu'il y aura des sources d'eau qui seront plus durables que les captages. Et j'espère aussi. Pour préciser ce que vient de dire Ward, en fait, nous, dans la betterave, l'eau qui a touché la betterave une première fois peut laver une deuxième betterave et une troisième. Donc on fait recycler l'eau. Même l'eau d'évaporation, on s'en sert à laver les betteraves. En fait, dans l'industrie de la pomme de terre, c'est interdit. Une eau qui a touché une première fois la patate, elle doit sortir et être traitée. Elle ne peut même pas être traitée par eux-mêmes, elle doit être traitée par un externe. Ils peuvent vendre l'eau à un Veolia qui leur envoie l'eau propre, ça c'est autorisé, mais si c'est eux-mêmes, avec le même outil industriel, ils peuvent pas, c'est interdit. Alors cette loi, elle est en train d'évoluer, parce que les betteraviers ont bien réussi à le faire, donc je vois pourquoi l'industrie de la pomme de terre ne saurait pas le faire. Par contre, le 1,2 million de mètres cubes, le jour où cette loi elle passe, je ne sais pas combien il tombe, mais vous coupez au moins en 4 au moins. Vous divisez au moins la quantité d'eau consommée. Ah, avec le recyclage, oui. Ben, beaucoup plus. Oui, en Belgique, on va. Non, je pense pas. Enfin, le recyclage. Divisé par 4, non, divisé par 4 la legislation. Par contre, avoir effectivement. Le recyclage, par exemple, en Belgique, il est autorisé à partir de l'eau qui a été épurée, donc dans la station de traitement des eaux de l'usine, et peut être recyclé effectivement pour le lavage des pommes de terre, ce qui n'est pas autorisé en France. Donc effectivement, quand on parle d'1 200 000 m3 pour 300 000 tonnes, c'est ce que la réglementation, quelque part, nous impose, mais si, quand elle évoluera, on peut envisager un recyclage et baisser ce chiffre-là. Mais on sait que c'est un enjeu. Aujourd'hui, techniquement, en fait, on a la technologie, on sait le faire, c'est pratiqué largement en Belgique.
Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On est bloqué sur un durée long. Il reste un point sur lequel je ne peux pas insister, mais aujourd'hui, avec les aléas climatiques, un agriculteur, il a intérêt à irriguer ses pommes de terre. Bon, pour échapper à ces aléas climatiques. Et puis, si j'ai bien compris, quand même, le rendement, il est quand même plus important quand vous irriguez. Hein. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête, quoi. Hein. C'est que l'irrigation va forcément se développer dans les années qui viennent, suite à votre implantation. Et qu'il faudra là aussi le mesurer dans nos ressources globales, hein, qui ne sont pas... enfin, c'est pas pour la faire, je ne suis pas en train de me vanter, mais je distribue 54 millions de mètres cubes d'eau. Hein, bon, je peux vous dire qu'on a quand même pas mal de régions, hein, de Cassel jusqu'à Saint-Quentin et Laon, hein, et Saint-Omer et Arras, des tas d'endroits où on se pose la question de savoir demain comment on va ravitailler en eau, hein, les populations. Bon, donc plus on sera vigilant sur les process pour consommer le moins possible, mieux ça vaudra. Hein. Je voudrais en revenir sur le mot déjà, sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous implantez une usine, et c'est très bien. Mais vous allez créer une filière. Je reviens là-dessus. Une filière ou un circuit, vous allez créer, plus exactement, vous allez créer un circuit. Et pour que ce soit vertueux, justement, je reviens sur la proposition que j'ai faite tout à l'heure, c'est l'animation de toute cette filière. Parce que, oui, il y a quand même des problèmes sur, comme on peut le constater, sur la production de pommes de terre, mais il y a aussi des possibilités, ne serait-ce que par les aménagements doux, la création de haies, de respect des bords enherbés, etc. Voire le retournement des prairies, attention. Donc là, l'enjeu est colossal pour nous, avec votre arrivée, et nous nous en félicitons, je vous l'ai dit ce matin. Bien évidemment, mais il y a là une prise en compte importante à mettre dans la réflexion. Il existe en fait des outils, hein, pour raisonner l'irrigation, pour la diminuer. Il y a des instituts de recherche qui travaillent là-dessus. Il y a des outils derrière des décisions pour irriguer au bon moment. Là, par exemple, c'est qu'il y a un exemple effectivement qui paraît assez aberrant d'irriguer quand il pleut. En ce moment, ça paraît, compte tenu de tout ce qu'il a plu, ça paraît bizarre. Mais donc, il y a certainement des progrès et il y a des outils de la décision qui existent, comme il existe aussi la possibilité de faire de l'irrigation localisée. C'est pas encore généralisé, c'est pas ce qu'on voit. Mais nous, on est concerné par ces problématiques-là. De toute façon, on a besoin d'avoir des pommes de terre, on a besoin d'avoir des agriculteurs qui préservent l'environnement, qui préservent la nature, et donc on va nécessairement les accompagner. Mais ça reste, on ne maîtrise pas les cultures, on a un cahier des charges. En plus de ce cahier des charges, on a le Vegaplan, ça incite, et on va s'inscrire dans des actions de formation. Et on va travailler avec les instituts techniques pour aller effectivement dans ce sens-là. Mais l'agriculteur, malgré tout, restera le responsable de sa culture et de la façon dont il travaille. Pour autant, le sage, c'est la base de son orientation, c'est l'animation du territoire. Et ce que je suis en train de vous proposer, c'est en train de vous associer à notre travail. C'est bien, mais là, on doit le faire ensemble avec tous les acteurs industriels aussi, les autres aussi, pas juste nous, mais si nous pouvons le faire tous ensemble, avec plaisir. Hein. C'est dans notre intérêt et c'est dans l'intérêt des agriculteurs. Emmanuel Leveuil, champ de l'instruction, je suis agriculteur, je suis non patati et non irrigant, comme ça s'appelle. Tu deviendras aussi, hein. Pas sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est que sur la notion de durabilité, comme vous allez d'entreprendre, de toute façon, et comme vous êtes en production française, vous allez devoir, on va dire, avoir certains morceaux, et certains morceaux disent de ne pas retourner de prairies. C'est pour répondre à notre ami Paul sur le sujet, puisque c'est des sujets qui ont été
qui a très longtemps, on va dire, évoqué dans la mémoire, et là, normalement, ce projet, comme il doit être durable, il est obligé de respecter un cahier des charges, tout comme Péréos se faisait pour son SAI, qui devait être durable. Pour l'irrigation, certains ont peut-être irrigué, il faudrait voir un petit peu les usages à l'heure actuelle, mais il y a des outils qui ont déclenché du fait de la chaleur, du fait de stade, et c'est pour ça que certains ont dû irriguer à l'heure actuelle, même si on a eu beaucoup d'eau avant, parce qu'il y a peut-être de l'eau en sous-sol, mais plus forcément au début au niveau des racines. C'est peut-être pour ça que ces personnes, on va dire, ont été sujettes à controverse à l'heure actuelle. Ce qui est visible, c'est que nous avons un métier en tant qu'agriculteur qui est totalement ouvert. Tout le monde peut donner son opinion parce que nous avons un métier qui est ouvert. Donc, et sur le dossier, on va dire, qu'a évoqué Étienne Tavernier, c'est un dossier que établit, on va dire, de Haute-France et Chambre d'agriculture, un dossier sur la pomme de terre à destination des bio, parce que c'est un fort enjeu, mais qui va aussi à d'autres destinations et qui est un travail qui est en cours et qui est validé et signé. Jusqu'à présent. Merci. Romain Pucci, je suis jeune agriculteur en cours du parcours à l'installation pour m'installer ici au mois de janvier. Donc j'entends bien toutes les solutions. Donc d'un côté la production, de l'autre la gestion de l'eau. Donc moi dans mon parcours là, actuellement, on voit bien un peu le développement de la pomme de terre, que ce soit via Risto en France ou d'autres dans d'autres régions, que ce soit d'autres concurrents à vous. Donc, dans tous les cas, le développement se fera. Donc dans le premier point, nous on a cherché, j'ai cherché personnellement à avoir accès à l'eau pour un souci d'aléa climatique. Dans mon projet, donc c'était vraiment gérer l'utilisation d'eau, pour utiliser le moins d'eau possible et le moins d'énergie possible pour pouvoir arroser notamment les pommes de terre ou d'autres cultures. Je me suis heurté, que ce soit à l'agence de l'eau ou l'État en général, qui ne propose pas de solution de subvention pour réduire les utilisations d'eau. Là, on vient de signer on a signé une rampe d'irrigation pour arroser au plus proche de la culture, donc quasiment 50 cm de la culture, pour être moins sujet au vent, moins de perte d'eau, jusqu'à 20-30% d'eau en moins, et une consommation électrique aussi divisée par deux. Derrière, on a demandé aussi des subventions à l'Europe, qui ont été refusées parce qu'ils subventionnaient notamment que des marques américaines. Ça, c'est un autre débat. Dans le deuxième choix aussi, c'est par rapport au stockage. Là-dessus, on part sur notamment des gros investissements, parce que vous l'avez bien dit, le stockage, c'est pas vous qui allez gérer. Donc, on veut s'organiser pour avoir un stockage notamment long, décarboné. Voilà, en tant que jeune, voilà, c'est moins d'utilisation d'énergie propre. Donc, il y a notamment du solaire en autoconsommation. Est-ce que après, dans l'avenir, vos grilles tarifaires vont rester les mêmes et justement pour valoriser du stockage long en utilisant moins d'énergie, du coup moins de carbone, et est-ce que vous allez pousser notamment aussi l'utilisation d'eau? Quand on peut réduire l'utilisation d'eau, notamment on parlait des outils, et on parlait d'irrigation. Actuellement, là j'ai arrosé parce que dans mon secteur, aujourd'hui, il n'y a plus de 3 mm. On a l'impression qu'il fait vraiment pas beau, et dans la butte, c'est relativement sec. Dans mon système, je n'apporte, contrairement à un canon d'arrosage, j'apporte moitié moins d'eau, parce que l'eau va être beaucoup plus efficiente. Mais derrière, voilà, tout le monde va fermer un peu la porte sur ces projets-là. Je vais juste répondre sur la partie adaptation au niveau industriel, au niveau des usines. On a conscience, effectivement, qu'il y a une plus grande variabilité de la qualité des pommes de terre, qui est directement liée à la variabilité du climat. Et donc, dans notre façon de concevoir les usines, on fait évoluer nos outils pour prendre en compte cette augmentation de variabilité. Et en particulier sur tout ce qui va être coûts, défauts, etc. Donc on a des investissements très spécifiques sur la capacité à toujours en fait respecter le cahier des charges du client, mais à accepter une plus grande variabilité et plus entre guillemets de défauts. Voilà. Donc ça c'est l'adaptation au niveau industriel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur... Après aussi, pour les investissements, ce que nous voyons aussi dans les prix de pommes de terre, aujourd'hui, dans les 3 dernières saisons, les prix de pommes de terre ont augmenté avec 70%. Et une des raisons, et nous pensons aussi que c'est assez structurel,
une des raisons, c'est les investissements qui seront nécessaires dans le futur, aussi au niveau de durabilité, parce que c'est l'Europe qui impose aussi beaucoup de règles environnementales. Donc, il y aura besoin de beaucoup d'investissements. Mais nous sommes convaincus, et j'espère que le reste de l'industrie aussi, qu'il faut un prix qui permette les agriculteurs d'investir long terme. Pas juste pour cette saison. Et je pense qu'on a montré ça dans les dernières saisons. Oui. On peut parler d'appel à projet, parce qu'il y a un appel à projet pour l'irrigation publique. C'est pour ça que je voulais évoquer le sujet pour M. Potier. C'est que à l'heure actuelle, il y a des personnes qui font partie de la clé qui sont élargies, donc elles ne sont pas forcément au sujet de ce que fait le SAG et la clé, puisque en ce moment il y a des études HMUC, on va dire des études pour quantifier par usage, puisque tout à chacun devra faire des économies. C'est aussi pour ça que l'agence de l'eau a travaillé sur un appel au projet que les deux confrères pourraient le dire, Paul et puis Georges, qui sont, on va dire, sur l'appel à projet irrigation, pour lequel on aide à l'investissement pour ceux qui, on va dire, investissent, mais aussi dans une irrigation qui soit, on va dire, plus efficiente, qui permette des réductions. Donc il y a un appel à projet qui existe à l'agence de l'eau tout à l'heure. Moi, je les ai eu au téléphone, m'ont dit que ça concernait que les personnes qui arrosaient les gens, pas les nouveaux irrigants. Eh bien, on va faire évoluer ça, messieurs. Hein Bonjour bientôt. Vendredi. Vendredi. Corinne Bussy du Parc naturel de la Vénois. J'ai une question par rapport aux modalités d'accompagnement au niveau agronomique des agriculteurs sur la mise en place des nouvelles méthodes pour lutter contre l'érosion des sols et le ruissellement, donc notamment sur la culture des pommes de terre. Est-ce que dans votre cahier des charges, vous avez des méthodes, est-ce que vous poussez à mettre en place ces solutions qui existent déjà, justement pour un peu contrebalancer l'effet retournement de prairie ou l'effet coulée de boue, ruissellement sur les 150 mètres autour des 150 km autour des prairies. Je ne suis pas le département agro, donc je ne connais pas tous les détails qui sont imposés, mais dans la certification Vegaplan, par exemple, il y a des mesures qui évoluent chaque saison aussi. Donc, chaque saison, il y a des critères en plus qui poussent vers des mesures contre l'érosion ou vers plus de durabilité. Mais spécifiquement sur l'érosion, je dois voir et vous demander à notre département agro. Je ne peux pas vous répondre. Vous disiez tout à l'heure que l'agriculteur est le seul restera maître de son exploitation, ça je suis tout à fait d'accord. Et donc du coup, si vous ne proposez rien derrière pour accompagner les agriculteurs au niveau financement ou au niveau agronomique, ils vont rester sur les méthodes qui existent déjà et où ça pose déjà énormément de problèmes au niveau ruissellement et érosion des sols. Donc peut-être le point sur lequel vous devez réfléchir, c'est comment accompagner peut-être financièrement sur les méthodes qui sont un peu plus la couverture des sols, les méthodes agronomiques qui vont se développer mais qui ne sont pas encore totalement en place partout, pour justement limiter cette érosion et minimiser l'effet sur le territoire. Dans le référentiel Vegaplan, par exemple, on incite, il y a un certain nombre de mesures en fait qui sont utilisables par l'agriculteur. Et donc il y en a notamment qui concernent l'érosion, avec par exemple l'utilisation des couverts végétaux. Voilà, ça c'est fait des mesures incitatives, donc l'agriculteur a le choix de choisir parmi plusieurs mesures. Il y a des mesures qui sont plus en faveur de la biodiversité, d'autres qui sont plus en mesure de la réduction, par exemple, des produits phytopharmaceutiques, etc. Mais c'est la volonté en fait d'avoir, en plus de notre cahier des charges, la certification Vegaplan. Donc c'est quelque chose qui est imposé, qui est contrôlé en fait par un organisme tiers. Et en plus de ça, voilà, comme on arrive en fait maintenant dans le territoire, on a pris des contacts avec Arvalis, avec la Chambre d'agriculture, et on va aller au-delà en fait, de notre référentiel. On va réfléchir certainement à le faire évoluer, mais dans un devoir de conseil et de formation pour effectivement résoudre, ou en tout cas essayer de prendre notre part de ces problématiques d'érosion des sols, de coulées de boue, etc. Sur ce sujet-là, la région, le conseil régional, l'agence de l'eau, l'ADREAL,
Raph, on travaillait sur un projet d'exportation de l'agriculture, puis Plumophile, qui on va dire 17 filières qui travaillent, dont la filière pomme de terre, on va dire sur l'adaptation au changement climatique et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. C'est une des façons aussi de pouvoir répondre. Et l'agence de l'eau est partenaire et porteuse de ce sujet-là. Donc on vous engage ici à regarder et à travailler sur cette piste. Merci pour ce rapport d'espace naturel. On a largement parlé du sujet, mais c'est mon job d'en mettre une petite couche sur les prairies. Moi, c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup. En Brésil, il n'y en a plus beaucoup. On ne va pas se mentir, il n'y a plus beaucoup de bocage dans le Cambrésis, mais puisque vous avez un rayon d'action de 150 km déjà, on peut suggérer d'élargir la concertation et de délocaliser certaines réunions peut-être à certains secteurs qui pourraient vous approvisionner à un moment donné. Mais je rejoins la dame du PNR de l'Avesnois. Enfin, le retournement des prairies dans l'Avesnois, c'est une réalité aujourd'hui. Pourtant, jusqu'il y a peu, la réglementation était très très stricte. On pouvait le faire que dans certaines conditions, à certains moments précis, quand on changeait d'exploitant, quand il y avait un rachat des terres, etc. La réglementation semble aller plutôt vers un assouplissement de la réglementation par rapport à ça. Et du coup, ça peut nous inquiéter, parce que les prairies, vous le savez, elles captent le carbone, elles luttent contre l'érosion, elles sont le refuge de biodiversité. C'est vraiment ce qui nous aide à lutter contre le changement climatique. Et l'un des axes fondateurs du PNR de l'Avesnois, c'est de maintenir ce paysage de bocage. Et aujourd'hui, on voit des terres qui se vendent du côté de Marois, du côté d'Anor, du côté de Dajon, dans tous ces territoires-là, où les agriculteurs locaux, ils ont pas forcément les moyens, ils partent en retraite, ils n'ont pas les moyens, le voisin n'a pas forcément les moyens d'acheter. Alors, il n'est pas question de stigmatiser les Belges ou les Hollandais, mais en l'occurrence, sur des Belges et Hollandais qui viennent, qui passent un coup de glyphosate et qui retournent et qui font de la pomme de terre. Et du coup, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup et je voudrais savoir, du coup, vous sembliez évoquer des dispositions qui pourraient permettre de s'assurer que la pomme de terre qui arrive à l'usine n'est pas issue d'un retournement de prairie. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Et j'avais un deuxième point qui n'a rien à voir, mais du coup, je vous ai répondu tout à l'heure, monsieur, sur les bassins intérieurs, je trouve que c'est très bien, par contre, ce projet qui répond à plusieurs besoins du territoire, qui est mixte, et donc c'est une très bonne chose que les bassins servent à un multi-usage pour le territoire. Je dirais juste un truc sur la culture de la betterave en 2017, quand on a arrêté les quotas, les betteraves en France, on a eu une croissance de 20%. Sur l'ensemble du territoire. Et ici, c'était même plutôt 25% dans le Cambrésis. Résultat des comptes, 2 ans plus tard, le prix du sucre se casse la figure, 200 € tonne à l'international. Et du coup, le prix de betterave tombe à 22 €. Le coût de revient, c'est 25. Donc, autant vous dire qu'on est passé pas loin du gouffre. Donc, ça, je pense que tous les sucriers français ont eu la même stratégie et ça n'a pas été la bonne. Du coup, l'idée, c'était de juguler un peu le marché. C'est la seule solution pour faire remonter les prix. Aujourd'hui, quand on ferme une usine, c'est que l'usine des Côtes-d'Œuvre, on a perdu 19,9% précisément de surface betterave, parce que les agriculteurs, avec 2 €, ils n'ont plus. Ils disent stop, on arrête, on ne peut pas de betterave à 1 000 €, on ne peut pas de betterave à perdre. Et donc, il y a 19,9% de territoires qui sont libres quelque part. Donc, tout à l'heure, quand vous parliez d'assolement et de rotation, alors la betterave, ça tourne sur 5 ans aussi, comme les pommes de terre, sauf qu'aujourd'hui, l'usine des Côtes-d'Œuvre, c'est 1,4 million de tonnes de betteraves. Ici, on parle de 400 000 tonnes de pommes de terre, et nous, sur 1,4 million, on a bien perdu 20%. Donc, quelque part, on a libéré aussi beaucoup d'espace. Ce qui est aussi pour vous rassurer, c'est-à-dire que la pomme de terre vient pas en plus. La pomme de terre, elle vient déjà à la place des betteraves, c'est sûr. Mais pas que la pomme de terre, aussi en tout temps. Après, le marché de la pomme de terre aussi, c'est les premiers aussi, bien sûr, parce que j'ai connu des années sur production, et les prix tombent, et c'est beaucoup de coûts non plus de produire. L'agriculteur s'est toujours adapté au monde. Voilà, oui. La pomme de terre a doublé en 10 ans quand même. Mais c'est pour répondre à une demande des consommateurs aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que j'en veux, hein. Sinon, il faut dire aux élus politiques, arrêtez tout, ne faites pas l'usine à cet endroit-là. On s'en gardera l'eau. Les élus politiques doivent être clairs aussi dans leur choix. On veut maintenir de l'emploi ou autre, il faut penser jusqu'au bout la filière. Et la souveraineté alimentaire, ça passe aussi
par de la réimplantation d'usines en France. Si je peux me permettre. Parce que quand on produit à l'autre bout du monde, ça consomme de l'eau aussi, il ne faut pas l'oublier. On ferme les yeux quand ça vient de Chine, mais l'impact carbone, il est autrement plus important. Sur le sujet ici, je te rappelle que sur le sujet ici, tous les élus se félicitent de l'arrivée. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut Ouais, mais quand même tu mesurer. interpelles les élus. Non, mais pour les batteries ou autres, hein, bon. Ah. Ouais, mais pas. Non, hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Bon, non, mais je suis d'accord, mais. Mais regardez, là, on disait la réutilisation des eaux usées, on ne veut pas la faire en France, et on achète en magasin les frites qui sont faites en Belgique par ce processus-là, et on n'en est pas mort, donc c'est que ça marche. Mais en France, bah voilà ce qui arrive, on met des années à faire évoluer la réglementation, et on se fait piquer les emplois par les pays voisins. Sinon, limite, vous devriez de l'autre côté de la frontière, vous seriez moins embêtés. Et les patates seraient produites ici quand même. Elles iront en camion de l'autre côté de la frontière. Mais c'est vrai aussi que de notre côté, il faut un engagement aussi pour faire cette industrie et cette filière le plus durable possible. Donc, c'est trouver cet équilibre. C'est ça qu'on est en train d'essayer. Danielle Druhan, vice-présidente à l'environnement du Pays Normal. Alors moi j'ai une question. On me dit, et je sais que les pommes de terre, c'est une culture qui demande de nombreux traitements. Là, on va élargir évidemment de milliers d'hectares de la culture de la pomme de terre, soit, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de pollution des sols et de la nappe phréatique? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous êtes, en plus, on me dit qu'en Belgique, mais là je me trompe peut-être, les traitements ne sont pas les mêmes qu'en France. Là, ce seront des agriculteurs français qui vont exploiter, donc avec la norme française. Mais est-ce que, quand même, à la grande échelle, est-ce qu'on n'a pas un risque de pollution? Et après, de la nappe phréatique? C'est vrai que c'est une culture qui est traitée. Mais pour moi, ça c'est vraiment une conséquence des investissements différentes dans la région, en Belgique et en France. Ça permet vraiment de chercher des solutions pour ça à long terme. Et la suggestion de monsieur sur les variétés nouveaux et qui sont plus résistants, qui ont moins besoin de traitement, ça va se faire une fois qu'il y a assez d'investissements, il y a assez d'institutions scientifiques aussi qui travaillent dessus, et une fois que l'Europe l'accepte aussi. Et l'Europe a déjà dit qu'on doit diminuer les traitements avec 50% pour, je ne sais pas, 2040. Oui, donc, il y a déjà des évolutions qui se sont faites. L'Europe a à un certain moment interdit CPTC, c'était pour la conservation des pommes de terre. Tout le monde disait ah, c'est impossible, ça ne va jamais se faire. Tout le monde était en panique. Aujourd'hui, ça se fait avec d'autres manières. Donc, il y a des changements qui vont très vite. Et ça, je pense, l'échelle de l'industrie le permettra d'aller encore plus vite, je pense. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Il faut comprendre, oui, c'est tellement réglementé le traitement des... On a eu pareil sur la betterave. Sur la betterave, on a eu des produits qui ont été interdits. Tout le monde pensait que c'était quasiment la fin de la betterave. Et puis, en aidant, en créant un pôle entre les semenciers, les sucriers, on a fait un plan national. Le PNRI s'appelle, avec ça on a trouvé des solutions, et aujourd'hui on a des champs de betteraves qui résistent à la jaunisse plutôt bien. C'est même plutôt, alors c'est pas une grande, on peut pas crier victoire tout de suite, mais néanmoins ça ne crée pas de fait. Et ça c'est vrai dans toute culture. Et après, ne plions pas devant les médias qui ont stigmatisé l'agriculteur qui traitait à outrance. C'est peut-être vrai il y a 30 ans. Il faut voir un peu l'évolution du monde agricole qui est un peu passé sous silence, parce qu'au bout du compte aujourd'hui on a des agriculteurs qui soignent leurs plantes. Au même titre que moi je prends des médicaments quand j'ai mal à la tête, et ben un plant de pomme de terre ou un plant de betterave ou du blé, il se soigne. Il se soigne de certaines maladies. Et quand un médicament il est administré à bon escient, la plante elle consomme ce qu'elle a consommé et le résidu dans le sol il est neutre. C'est ça en fait qui est mesuré. Donc ne soyons pas tous stigmatisés avec ce qu'on écoute à la télé. On a l'impression que l'agriculteur il balance un saut sur sa plante. Alors, or, c'est pas vrai, il essaie de la soigner, parce que pour lui, ça a un coût. Donc, moins il en met, mieux il se porte. Et ça, je pense que nous ne l'oublions pas, et ne cédons pas aux pressions médiatiques où on a l'impression que l'agriculteur, il doit avec des rampes.
Et notamment un train sur pomme de terre, depuis 10 ans, et un produit vertiré, on passait sous les 2 jours. Maintenant, on est plutôt à 5-6 jours en forte pression. Donc ça a quasiment divisé par 2 le nombre de passages sur les pommes de terre en pulvérisation. Monsieur, vous avez une question? Oui, j'ai une question donc, de Dominique Hainaut, président du syndicat de la propriété privée rurale du Nord. Donc, comme syndicat, je veux dire, on ne peut qu'apprécier ce genre d'implantation, tout au moins pour la zéro artificialisation. Il faut savoir que dans le département du Nord, il y a entre 5 000 et 10 000 hectares de friches industrielles ou commerciales. Et donc, le fait de. On voit la les entrepreneurs sont généralement très frileux pour aller sur les friches parce que bon, il y a des contraintes. Je note également, et c'est un peu l'objectif, c'est les consommations pharaoniques en eau. Alors, de toute façon, je suppose que les différents organismes vous presseront à un moment donné pour donner des plans d'économie et de voir également, eux, à leur niveau, comment ils pourront faire évoluer la législation pour dire d'être plus homogène avec les pays proches. On a une intention, alors je voudrais quand même repréciser au niveau du retournement des prairies de la Vénois, et il y a M. Girardot qui est ici dans l'Assemblée, qui pourra me confirmer que depuis 2012, le retournement est interdit dans le bassin Sambre, sauf si on compense par ailleurs. Donc, vu que généralement on ne retourne pas une prairie pour en refaire une à l'autre bout de ces îlots, donc c'est interdit. Donc je veux dire, le développement vu maintenant sur le bassin Sambre ne sera pas possible en terre. Le deuxième point, je veux dire, pour les propriétaires fonciers, c'est le problème de sous-location. C'est-à-dire que le patatier prend l'exploitation, on va dire, presque de A à Z des terrains. Ça, c'est quelque chose que nous combattons. Savoir qu'il y a une charte qui a été signée dans le département du Nord avec les organisations syndicales, la DDTM, Chambre d'agriculture, etc. Et donc, je voulais avoir confirmation que ce n'était pas l'objectif de vos pratiques. Non. Ah, mais non, pas du tout. On n'a pas des champs agricoles en plus. Oui, non, mais je dis parce qu'il y a de vos collègues concurrents qui pratiquent. Oui, mais donc, chez nous, c'est clairement pas dans notre stratégie. On ne va pas faire la cultivation de pommes de terre, on ne va pas citer des champs agricoles. On n'a d'ailleurs pas l'expertise pour le faire, et il y a aussi des agriculteurs qui sont bien expérimentés à le faire. Donc, non, c'est pas dans notre stratégie. D'accord. Oui, j'avais un dernier point. Quand vous parlez de votre rayon d'action de 150 km, il y a quand même une empreinte carbone assez forte. C'est le maximum aussi. Est-ce que vous, à terme, vous avez un objectif de réduction du périmètre, en sachant que par rapport à ce qui s'est dit avant, il y a quand même, parce que la production de patates, bon, même si c'est toujours un peu décrié, mais gros consommateur de phytosanitaires, c'est-à-dire forcément si on réduit le rayon, on concentre les traitements sur une zone plus faible, et je veux dire, c'est pas bon non plus. Donc vous, qu'est-ce que vous voyez à terme parce que 150 km, c'est quand même... c'est énorme. Hein. Oui, mais donc ça, c'est le maximum pour que ça soit encore économiquement viable aussi, parce que sinon, ça devient très cher. Mais c'est vraiment un maximum. Donc en moyenne, je pense que le rayon sera plus ou moins 70 km. Oui, on parle d'un rayon de 75, c'est-à-dire un diamètre 150. Donc pour donner une idée, l'usine d'Ecodef c'était 42 km de rayon moyen, et après on allait chercher des betteraves jusqu'au sud de l'île, aux portes d'Arras, et le nord de Saint-Quentin, juste au-dessus d'Origny, on allait chercher des betteraves. Il y a un rayon moyen de 42-43 km. Après, je parle sur l'expérience betterave, hein, les camions c'est 10% de la consommation de CO2, l'usine c'est 90%. Donc en fait, aller chercher un petit peu plus loin, il vaut mieux aller combattre du CO2 dans l'usine. D'ailleurs, j'ai eu la chance de visiter leurs usines de fond en comble, une visite vraiment en profondeur. Ils ont des économies d'énergie et une pointe de technologie qu'on n'a pas en sucrerie en France. C'est du très haut de gamme.
Aujourd'hui, nous, les technologies qu'on est en train de développer chez Teros pour décarboner nos usines, on a décarboné quasiment de 50%, à horizon 2030, c'est 800 millions d'euros d'investissement dans le Nord-Pas-de-Calais, quand même. C'est pas rien. Aujourd'hui, ces technologies-là, chez eux, c'est en place, c'est connu, c'est limite marginalisé. Alors qu'on peut se mettre de vapeur et tout ce que vous savez faire. Et nous, des usines sont déjà très très décarbonées. Et Sylvain Prado, président du pays du Cambrésis, porte le schéma de cohérence territoriale en charge de l'aménagement du territoire. Je rebondis sur la remarque de mon voisin. Je comprends bien cette préoccupation, mais effectivement, je crois que ce ne serait pas une bonne philosophie de vouloir restreindre l'étendue de l'aire géographique d'approvisionnement, parce qu'effectivement, voilà, on est conscient que la production de pommes de terre est une culture qui est assez contrainte, donc ce serait préjudiciable de vouloir concentrer géographiquement l'approvisionnement sur un territoire limité. Donc je crois qu'effectivement vous êtes dans une bonne philosophie d'aller quand même chercher la pomme de terre largement, et comme ça a très bien été évoqué, les émissions de gaz à effet de serre de toute façon viendront plus de la production que du transport. Donc effectivement il faut garder une logique d'approvisionnement géographique large. Oui, bien d'accord. Pour que effectivement les charges et la problématique de l'approvisionnement en eau pour la pratique culturelle et la question de la gestion des phytos soit une problématique qui soit supportée à l'échelle régionale et pas simplement par un petit territoire. Un autre point sur le pomme de terre, la pomme de terre fécule, on n'en a pas parlé du tout, mais je suis aussi directeur d'usine de la fécule Rideau Simon qui est dans la Marne, au nord de Troyes et en dessous de Chalon-sur-Marne. C'est une usine que je suis en train de fermer aussi en ce moment, parce que la fécule de pomme de terre, malheureusement, c'est un marché qui est nul, et du coup, on est en train de la fermer. Des hectares de pommes de terre qu'on avait cherché sur Soissons, Vic-sur-Aisne, Compiègne, le cœur de la Picardie, c'était notre veine, on avait une veine qui descendait comme ça jusque dans la Marne. Ça, c'est des champs de pommes de terre qui n'existent plus. Cette fécule-là, elle disparaît. Donc, consommation. L'agriculteur qui est déjà équipé avec des rampes, qui faisait de la pomme de terre fécule depuis des années, il va passer en conso. Celui, pour le coup, il est habitué. La culture de la pomme de terre, c'est juste assez capitalistique. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui veut se mettre dans la pomme de terre, c'est cher, c'est du gros matériel, c'est des rampes d'irrigation, comme l'a dit monsieur. Donc le ticket d'entrée est assez cher. Après, c'est une culture exigeante mais assez rémunératrice, c'est pour la contrepartie, et c'est pour ça que les agriculteurs y vont. Donc ceux qui sont déjà en fécule, demain, ils vont pas chercher, ils vont se transformer en consommation. Ok. Il y a encore des questions?